Août 2020. Jean Genet, une mort d'avant la vie. Il y a chez Jean Genet cette référence obscure que les commentateurs ne relèvent pas comme telle. Une mort d'avant la vie. Oui, d'avant la vie. Ce n'est plus la mort mystique et esthétisée qui lui avait fait écrire « Mourir en beauté, c'est beau ». Ce n'est pas, on s'en doute, la disparition physique du vivant ouvrant au suicide. Cette étrange référence à la mort, écrite désormais avec une majuscule, se trouve dans l'atelier d'Alberto Giacometti, Le Funambule, 1958, ainsi que dans L'étrange mot d'urbanisme, 1967. L'isolé ouvre des perspectives de lecture. Par exemple, dans Le Funambule, à propos d'Abdallah, son amant, auquel il s'adresse, Genet note « La mort dont je te parle n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. Cette mort est une blessure selon son mot, pas un état. À ce titre, elle est active, fait bouger et vide chacun de sa représentation dans le miroir du regard du semblable. C'est dans cette blessure, je le cite, inguérissable, puisqu'elle est lui-même, et dans cette solitude qu'il doit se précipiter, ce bloc d'absence que tu vas devenir. Cette blessure, qui est le pendant de la solitude, est l'un des noms de la singularité de chacun. Et ta blessure, où est-elle ? Je me demande où réside, où se cache la blessure secrète où tout homme court se réfugier si l'on attente à son orgueil quand on le blesse. Cette solitude qui devient ainsi le fort intérieur, c'est elle qu'il va gonfler, emplir. Tout homme sait la rejoindre, au point de devenir cette blessure elle-même, une sorte de cœur secret et douloureux. Certes, la comparaison avec le cœur secret et douloureux relève encore du lyrisme qui fait le style des romans de Genet. Mais ce qui est visé est bien autre chose. À devenir sa propre blessure, chaque homme en vaut un autre, d'homme, et découvre ce qu'il a de plus intime qui se loge au cœur de cette confrontation avec le réel. Il consent à ce dernier de façon singulière pour en déduire des conséquences. Veille de mourir avant que d'apparaître, et qu'un mort danse sur le fil, conclut-il. Genet ne recouvre plus d'un voile ce qui fait tuquer, mais il l'aime. Oui, il y a chez Genet un amour de cette blessure au-delà des souffrances. Il cherche, je cite, cette solitude absolue, incommunicable, ce château de l'âme, afin d'être cette solitude elle-même. Pour le funambule dont je parle, elle est visible dans son regard triste qui doit renvoyer aux images d'une enfance misérable, inoubliable, où il avait été abandonné. Il ajoute, à propos d'Abdallah, le funambule aimé, pour lequel il écrit explicitement ce texte, c'est bien l'effroyable mort, l'effroyable monstre qui te guette, qui sont vaincus par la mort M majuscule dont je te parlais. Et de compléter cette solitude mortelle et cette région désespérée et éclatante où opère l'artiste. Cette mort active a son point d'impact. Elle devient une arme, je cite, le public est la bête que finalement tu viens poignarder. Ta perfection, avec ton audace, vont, pour le temps que tu apparais, l'anéantir. Bref, voilà la solitude désertique, le passage par l'enfer et la forêt obscure, pour reprendre des expressions du poète. Les plus belles formulations
se trouve probablement dans l'atelier d'Alberto Giacometti. À nouveau, il y a la blessure à partir de laquelle chaque homme est un parmi les autres hommes et qui, par la création, s'ouvre de plus belle. L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. La mort, toujours avec le M majuscule qui la distingue des morts concrètes, effectives, la mort réapparaît. Toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, écrit-il avec patience, une application infinie depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre s'il se peut l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Mais qui sont ces morts-là? Non, non, l'œuvre d'art n'est pas destinée aux générations enfants, elle est offerte à l'innombrable peuple des morts, qui l'agréent ou la refusent. Mais ces morts dont je parlais n'ont jamais été vivants. Ces morts-là ne sont pas près de retrouver leur présence. Ce ne sont pas les morts après la vie, ils sont avant elle et n'ont jamais été vivants. L'œuvre doit les atteindre pour les réveiller. Je cite, « Il faut donc un art non fluide, très dur au contraire, mais doué du pouvoir étrange de pénétrer ce domaine de la mort, de suinter peut-être à travers les murs poreux du royaume des ombres. » Écrire, oui, écrire, se construit pour lui à partir de cette mort d'avant la vie. Dans l'étrange mot d'urbanisme, Genet ira jusqu'à imaginer que le théâtre, ainsi que la ville qui l'accueillera, s'organiseront à partir des cimetières. Quant au public, écrit-il, seul viendrait au théâtre qui se saurait capable d'une promenade nocturne dans un cimetière afin d'être confronté à un mystère. Qu'une telle disposition soit prise, relevant autant de l'urbanisme que de la culture, les auteurs seraient moins frivoles et ils y regarderaient à deux fois avant de faire jouer des pièces. Ils accepteraient peut-être les signes sur eux de la démence ou d'une frivolité proche de la démence. Ces notations aujourd'hui peuvent faire sourire le lecteur. Il faut, au contraire, c'est ce que je propose, les prendre au sérieux et considérer leur enjeu. Au cours des années qui suivent, Genet s'efforce de revenir sur la découverte de cette mort M majuscule. Les mots eux-mêmes, écrits ou mis en scène, deviendront dialectophages, comme il dit. Devant le public, ils boufferont la vie et la mort du mort. Tous ces textes doivent être pensés et lus à partir de cette rupture que l'écrivain rapporte. Il ne peut plus échapper à ce qu'il rencontre. Le réel est indigérable et ses effets renvoient au passé, ce qui fut déjà écrit et déjà vécu. Le temps de la contemplation approximative, c'est une de ses expressions, est fini, bouclé, scandé. Simplement, je ne pouvais plus éviter de savoir ce que je savais et coûte que coûte, je devais en poursuivre les conséquences. Quelles qu'elles fussent. Oui, il a employé le mot « conséquences ». Dispose-t-on de témoignages fiables sur ces conséquences dans les années suivantes? Dans son entretien souvent cité avec Hubert Fitch, Genet accepte de parler de sa vie privée. Non sans déplaisir, voire agacement. Écoutons-le. Vous me posez des questions relatives à ma personne. Or, il se trouve que je suis arrivé à un moment de ma vie où ma personne ne compte pas beaucoup. Je ne pense pas que je veuille cacher quelque chose, mais simplement ça m'ennuie. Vous abordez mon problème singulier, mais mon problème singulier n'existe plus. Il insiste.
ça ne m'intéresse plus tellement. Tout ça, c'est fané. Vous voudriez aujourd'hui que je parle de moi, je ne m'intéresse plus tellement à moi-même, il me paraît indécent de parler de moi. Faut-il, à lire ces phrases, entendre la coquetterie d'un écrivain célèbre devenu légende de son vivant? Non. Et une remarque sur le temps qui s'écoule, permet de l'affirmer. Lorsque Fitch lui demande « Comment vivez-vous le temps ?» Genet lui répond « Vous m'obligez à une réponse difficile parce que depuis 20 ans, 25 ans, je prends du Nambutal. » C'est le nom d'un barbiturique, comme l'on disait alors, qui fait dormir presque instantanément, mais il y a des effets, c'est-à-dire il ne suffit pas, par exemple, de boire un verre de café le matin. Il faut vraiment que le Nambutal ait cessé d'agir sur le cerveau. Bon, pendant tout le temps que le Nambutal a son effet sur moi, je ne me rends pas compte du temps. Les premières prises du somnifère datent du début des années 50. À ce moment où Genet connaît une panne d'écriture pendant 6 ans, période pendant laquelle il envisage de mettre fin à ses jours et fera même une tentative. Or, tout forçage, nous faisons l'hypothèse que le mauvais, voire l'impossible sommeil traité par le barbiturique est un des effets de l'effondrement de son monde passé, au titre de l'œuvre, au titre de sa vie privée, où l'imaginaire de la gloire homosexuelle régnait en maître. Concrètement, désormais, Genet vit dans de petits hôtels, n'a pas d'adresse fixe, pas d'appartement dont il serait propriétaire, pas de compte en banque. Mais qu'a-t-il perdu? Il répond, car Genet répond, le bonheur. Il écrit « Tous les garçons amétrés avaient entre 15 et 21 ans. Il n'y avait de recours que dans l'homosexualité passagère ou qui devait le demeurer, en tout cas, dans l'homosexualité. Et c'est ce qui m'a permis de dire qu'en maison de correction, j'étais véritablement heureux. » La description est étonnante. Comment Genet pouvait-il être heureux dans un tel contexte, dont il décrira dans certains de ses textes la dureté, la violence? La formule est incompréhensible jusqu'à ce que son explication tombe. Écoutons-le à nouveau. Je me suis rarement à cette époque de ma vie posé la question des autres. Non, mon attitude pendant très longtemps est demeurée narcissique. C'était mon bonheur, c'était de mon bonheur qu'il s'agissait. La puissance de l'imaginaire était de réduire l'autre de l'altérité au même, au semblable. Les autres se réduisaient à des reflets de Jean. Ainsi, le terme de narcissisme n'est pas employé par lui par hasard. Le bonheur de Jean était d'être pris dans une image, un reflet, une illusion à laquelle il s'identifiait. Jean et ses autres, ses petits autres, ses compagnons d'infortune, devenaient des simulacres, c'est un mot qu'il emploie, dans la galerie des glaces. Ce recouvrement de ce qui fait trou était la condition de son bonheur. Celui-ci, son bonheur, procédait donc de l'érotisation de l'image qui se referme close sur elle-même. Comme le dit l'un des personnages de sa pièce, Le Balcon, ce qu'il y a de plus beau sur la terre, c'est au masque que vous le devez. Mais ce monde a volé un éclat, le bonheur a disparu. Le Nambutal permet à Genet de tenir le coup, puisque son réveil fut si radical, si traumatique, qu'il en perdit définitivement le sommeil. Désormais, l'autre n'est plus seulement un reflet illusoire, il est aussi devenu, comment le dire, l'enjeu d'une rencontre.
Cette autre mort, toujours avec le M majuscule, humble, sans nom ni visage, devient efficiente et ouvre à la création. Cette mort, surtout, est une image? Non, elle est sans image, justement, ni fioriture. Elle vide tout un chacun des images indélébiles. Seule la blessure est la trace invisible de cette découverte indestructible. Chaque homme est une exception. Tel est le grand Rembrandt, le peintre magnifique. Je cite, « Mais il a fallu que Rembrandt se reconnaisse et s'accepte comme un être de chair, de viande, de bidoche, de sang, de larmes, de sueur, de merde, d'intelligence et de tendresse, d'autres choses encore à l'infini, mais aucune niant les autres, ou mieux, chacune saluant les autres. » Oui, voilà où Genet arrive en ce début des années 60. Chaque présence humaine salue les autres présences humaines. Le narcissisme exacerbé, avec la pompe phallique qui était associée, à Maitret ou ailleurs, a vécu.